direction se voit lundi, le travail lui reprend demain. Place à notre page consacrée à la rentrée scolaire. Et une rentrée une fois de plus marquée par le manque de place dans les écoles. Je me mets dans ton côté un peu, s'il te plaît, si tu veux te reposer. Ce phénomène risque de s'aggraver dans 10 ans. Le réseau Libre propose de subventionner leur extension d'école ainsi que leurs travaux d'aménagement, tout comme le réseau officiel. Les explications de Sébastien Protet, David Pomanois, Gaëtan Léon et Benjamin Valquez. Faute d'espace, ce directeur d'un établissement de l'enseignement libre doit refuser des élèves. Pour remédier à cette situation, il voulait agrandir le bâtiment. Une extension pour accueillir 180 élèves supplémentaires. Mais pour l'instant, ce projet est abandonné en raison de son coût, 5 millions d'euros. L'apport annuel nécessaire pour pouvoir rembourser cet emprunt s'élèverait à 300 000 euros par an, c'est-à-dire l'équivalent d'un tiers de l'ensemble des subventions de la l'ADL. Irresponsable, impossible, on ne peut pas faire face à un tel montant de remboursement. Nouvelle école, travaux d'extension. Dans le réseau officiel, c'est la Fédération Wallonie-Bruxelles qui prend en charge l'investissement. Pas dans le libre. Aucune aide directe pour le capital. Seul soutien à un taux d'emprunt garanti. Nous pensons que la bonne formule, c'est de se référer modestement pour entendre de réunir aux communes et aux provinces, s'applique aussi à l'enseignement libre. C'est un financement où la communauté parlante prend en charge 60% des investissements en cash. Objectif, créer davantage de places pour faire face au boom démographique. Thème abordé durant cette réunion de professionnels du réseau. C'est simplement l'approche de l'optimum collectif et comment, collectivement, on va faire en sorte que chaque élève et chaque dans une école qui lui convient suffisamment. Un soutien financier qui n'est pas prévu par le gouvernement pour cette législature. Le libre et ses 1500 implantations vont devoir patienter. Et à quelques jours de la rentrée, il est temps pour les enfants de reprendre de bonnes habitudes. Fini les grasses matinées ou les soirées tardives. Il faut progressivement retrouver son rythme scolaire. Mais attention, pas de changement brutal non plus. Les détails, Olivia Lawance, Julien Raoult. Le décompte est lancé à une semaine de la rentrée des classes. Les parents donnent déjà quelques conseils à leurs enfants. Je réduis déjà un petit peu ce qu'on m'avait donné parce que ma maman me donnait des trucs pour déjà un peu étudier pour la rentrée. Et ben j'essaye de refaire un peu les exercices des fois. En fait, oui. Parler de l'école, s'habituer au rythme de vie, aller dormir tôt, manger sainement, autant de conseils pour préparer les plus jeunes, surtout pour les 3 à 6 ans. Les enfants maternels, c'est important de leur guider, éventuellement de passer dans l'école, de voir un peu les choses, de préparer le portage, des choses plus concrètes. Pour les plus âgés, déjà à l'école primaire, il faut se remettre doucement au travail, mais de façon ludique. Lire une histoire ensemble, avec une façon de réviser qui est beaucoup plus ludique et plus sympathique. Jouer des jeux où on compte les choses, où on compte les pions dans le jeu. Oui. Ce directeur d'école est du même avis. Réviser pendant l'été n'est pas une priorité. À la rentrée, les enseignants ont une fonction primordiale, mettre les enfants en confiance. Même les enseignants, au début de l'année, ne s'occupent pas trop des acquis des enfants. C'est d'abord la mise en confiance, c'est la préparation, c'est l'explication des règles de vie, c'est accueillir les enfants pour que l'année démarre effectivement c'est aussi pour les parents. À une semaine de la rentrée, l'heure est toujours à la détente, avant de reprendre en douceur le chemin de l'école. Lui aussi va faire sa rentrée et la saison s'annonce chargée et difficile. Le Premier ministre est de retour en Belgique depuis quelques jours. Cet après-midi, il était à Mons. Alors, dans quel état d'esprit reprend-il ses fonctions à 10 mois des élections aussi? Voyons tout de suite le reportage de Nathalie Ferrat et Patrick Lejuste. Détendu, souriant, un peu bronzé, le Premier ministre reprend ses activités officielles dans sa ville de Mons. Il a participé à des commémorations relatives à la Première Guerre mondiale, commémorations qui marquent son retour après un peu de repos bien nécessaire. En pleine forme, heureusement qu'il y a un peu de coupure dans le travail quotidien. Vous savez, ce sont des vacances, mais il a fallu quand même un peu travailler, mais à notre rythme. Émile Delouveau, également bourgmestre de Mons, a voyagé pendant ses vacances, notamment en Italie, des vacances studieuses mais pas seulement.
J'ai beaucoup fait du vélo à mon rythme, mais tous les jours, et un jour sur deux, un peu de gymnastique, donc me voilà en grande forme. Une bonne forme qui ne sera pas de trop, car la rentrée s'annonce des plus chargées. Il y a un budget 2014 que nous devons faire avec sérieux. Les régions et les communautés doivent aussi travailler avec leur propre aptitude et avec le sérieux nécessaire. Il y a des réformes qui doivent aboutir et je pense que les 2-3 derniers mois, bien entendu, il y aura une attitude électorale, mais j'espère que cette attitude électorale viendra le plus tard possible pour garantir à notre pays le sérieux de sa gestion. Les vacances semblent déjà bien loin, les élections, elles, sont dans moins d'un an. Et puis à noter aussi, selon la Banque nationale de Belgique, qu'après une légère progression en juillet, la confiance des chefs d'entreprise belges atteint son niveau le plus haut depuis février 2012. Vous êtes probablement nombreux à posséder une assurance groupe sans le savoir, surtout si vous avez souvent changé d'employeur. Il est donc recommandé de se renseigner car une fois la retraite arrivée, cela peut vous rapporter gros. C'est arrivé à un journaliste du magazine Plus qui interpelle les compagnies. Alex Battard, Bruno Spack. Ludo vient de fêter ses 65 ans. Il est journaliste et prendra sa retraite en décembre prochain. Au moment de calculer le montant de sa pension, il a eu une excellente surprise. Plusieurs dizaines de milliers d'euros l'attendaient sur différents comptes dont il avait oublié l'existence. C'est plus agréable, bien. Et quand on approche de sa pension, c'est toujours bien. Qu'est-ce que vous allez vous offrir? On est en train de discuter à la maison, mais peut-être une très belle nouvelle. Ce petit magot provenait en fait des assurances groupes contractées en son nom dans les années 80 par ses anciens employeurs. Le montant dormait, mieux, il fructifiait puisque les intérêts ont continué à courir sans que personne ne prévienne Ludo. Il est certainement loin d'être un cas isolé. On estime qu'environ 1 300 000 Belges disposent d'une assurance groupe. Je fais vraiment un appel aux compagnies d'assurance de faire davantage pour aider les gens à retrouver ces assurances groupes. Pour ces assurances groupes souscrites après 2004, vous recevez chaque année un compte-rendu détaillé. Le problème se pose en fait pour les assurances d'avant 2004. Il n'existe pas pour l'instant de base de données. Les assureurs promettent une amélioration. À partir de l'année prochaine, tout citoyen aura accès à une banque de données qui, en un seul clic, va donner accès à l'ensemble des droits qui ont été constitués à gauche et à droite. Pour Ludo, ses recherches lui ont demandé plusieurs mois de travail, mais avec des milliers d'euros à la clé, on peut parler d'une recherche rentable. L'actualité à l'étranger, on va se rendre tout de suite au Caire, en Égypte, où nous attend notre envoyé spécial. Bonsoir Frédéric Delfos. Les frères musulmans ont appelé à un nouveau, je cite, vendredi des martyrs. Alors finalement, qu'en est-il de la mobilisation? Eh bien, quelques milliers de manifestants se sont une nouvelle fois rassemblés dans les rues du Caire, des partisans des frères musulmans qui marchent, rassemblés dans les rues de la ville et principalement juste ici derrière nous, de l'autre côté du fleuve, derrière le Nil, ici dans des quartiers, mais sans acte de violence très marqué aujourd'hui. Par contre, la violence a fait tache d'huile dans d'autres villes, notamment ici à 100 km au nord du Caire, où là les affrontements ont à nouveau tué. Dans la ville de Tamta, à une centaine de kilomètres d'ici, les affrontements entre frères musulmans et la population ont fait un mort et une vingtaine de blessés. Ici dans la ville, une dizaine de cortèges se sont rassemblés lors de ce vendredi, jour de prière, avec des actes de violence, c'est vrai, très isolés, mais pourquoi? Parce que la police et l'armée surtout ont pris position dans toute la ville, dans toutes les conditions stratégiques. Ce matin, lorsque nous nous sommes promenés près de la place Tahrir, vous savez, ce lieu hautement symbolique de la Révolution, eh bien, des chars, des véhicules blindés ont entouré cette place. Impossible d'y accéder sans passer devant un militaire armé jusqu'aux dents. Nous étions avec le ministre des Affaires étrangères et on peut dire que la visite a été écourtée très très vite lorsque nous sommes arrivés sur place. On nous a interdit de filmer, on ne pouvait pas se déplacer comme on voulait. On nous a vivement conseillé de rentrer le plus rapidement possible dans les hôtels. D'ailleurs, l'ambassade américaine a demandé à ses ressortissants aujourd'hui, après 13 heures, de ne plus sortir, de ne plus circuler. Et depuis 19 heures, comme chaque soir, maintenant depuis plus d'une semaine, eh bien, le couvre-feu a été réinstallé dans la ville du Caire, toujours sous
si la mobilisation est venue s'exprimer au centre de la capitale. Elle se déplace maintenant dans d'autres villes. Frédéric Delfosse, notre envoyé spécial depuis le Caire en Égypte. Merci Frédéric. Et signe de cette tension extrême, aucun touriste n'a visité les pyramides depuis plus d'une semaine. L'activité économique, elle se poursuit, notamment pour des Belges qui construisent le nouveau musée du Caire. Nos envoyés spéciaux sont donc Frédéric Delfosse et Recep Ametaj. Les pyramides de Gizeh, l'un des sites égyptiens les plus visités. Mais depuis le 14 août dernier, personne. Les grilles restent fermées. Pour éviter la bousculade, nous filmons avec notre GSM, car la nervosité de ceux qui vivent exclusivement du tourisme est palpable. J'aime mon pays, mais il n'y a plus de travail. Je suis né ici et cela fait 25 ans que je suis guide ici. Jamais il m'a donné aussi peu de monde. Le site est fermé, on attend la réouverture pour pouvoir reprendre notre travail. Tension grandissante dans les rues, et pourtant à quelques centaines de mètres seulement des pyramides, des Belges travaillent. C'est le patron qui montre le chantier, il y a le plan rendu du chantier. Bjorn et ses collègues construisent le nouveau musée de Pierre. Ici, malgré les troubles, la société B6 maintient l'activité sur le site, une situation qu'il faut gérer pour le chef de projet de 39 ans. J'ai une fille de 2 ans, ma femme est enceinte. Ça fait un mois et demi que je suis ici, que j'étais en Belgique. Ça fait un peu moins évident, mais ça fait quand même un devenir. Donc, il devient OK. La situation améliore ou bien de toute façon? De toute façon, de rien. Une situation particulière sur ce chantier gigantesque, pharaonique. Un projet de 650 millions d'euros qui occupera jusqu'à 7000 ouvriers. La sécurité du site et des travailleurs est une préoccupation quotidienne. Faites attention, n'allez pas là aux endroits où il y a des démonstrations et veillez un peu à ce que vous faites. Ne vous mêlez pas de la politique, ne vous mêlez pas de discussions et restez chez vous quand vous sentez que la tension monte un peu. Après le travail, chaque jour, il faut donner des nouvelles en Belgique, effacer les inquiétudes de la famille. Il faut rassurer, mais c'est en fait plutôt parce que les médias en Europe donnent un peu une image d'une vie très dangereuse ici et qui n'est pas toujours la réalité que nous on ressent ici. Le chantier s'est tout de même arrêté la semaine dernière lors des affrontements dans le centre-ville et aussi suspendu ce vendredi, jour de prière. Les pyramides attendent que l'Égypte retrouve son calme et sa grandeur. À propos de la situation en Syrie, le secrétaire général des Nations Unies durcit le ton à l'égard du régime de Bachar al-Assad, mais plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer l'absence d'actes concrets. Depuis des mois, en effet, la communauté internationale semble se limiter au discours. Eric Andrews. Tous les regards sont tournés vers lui. Ban Ki-moon. L'ONU est incontestable et incontournable, mais elle constitue également un alibi à l'inaction pour de nombreux pays. À défaut d'une résolution efficace du Conseil de sécurité, il y a désormais un ton modérément plus ferme de la part du secrétaire général. Tout usage d'armes chimiques, où que ce soit et par qui que ce soit, sous quelques circonstances que ce soit, violerait la loi internationale. Un tel crime contre l'humanité aurait de sérieuses conséquences pour ses auteurs. Aucune accusation plus précise sur le réel responsable, mais un carnage de plus en plus incontestable. Si les États-Unis